Il aime l'Assemblée nationale et veut garder sa place sur les bancs de l'hémicycle. Nicolas Turquois, du MoDem, brigue un troisième mandat. Il aura face à lui un autre candidat du centre, Patrick Minot, pour l'Alliance centriste. Mais son principal adversaire sera le Rassemblement national, avec une candidate parachutée dans la Vienne, Ager Jacquemin. Elle avait échoué aux législatives de 2022 en Gironde, où elle est collaboratrice parlementaire avec la députée RN Edwige Diaz. À gauche, le nouveau Front populaire a investi Yves Troussel de Place Publique. Cet ancien directeur de l'usine Aigle cherchera sans doute à mettre en avant son expertise dans le domaine de l'industrie. Lutte ouvrière a investi Patrick Villeray. Cet ancien salarié des fonderies du Poitou était déjà candidat en 2022. Et enfin, Sabine Bortolotti pour Debout pour la France est la 6e candidate de cette 4e circonscription de la Vienne. Et Vincent, nous accueillons maintenant les invités de ce 3e et dernier débat de la soirée. Ils sont tous candidats dans la 4e circonscription de la Vienne. Yves Troussel, bonsoir. Vous êtes issu du parti Place Publique et vous êtes le candidat du Nouveau Front populaire. Face à vous, Patrice Villeray, bonsoir. Vous êtes le candidat de Lutte ouvrière. Et enfin, Nicolas Turquois, bonsoir. Vous êtes le député sortant de cette circonscription et vous êtes investi par le MoDem Ensemble pour la République. Aurait dû être assise à côté de vous, Yves Troussel, la candidate du Rassemblement national, Ager Jacquemin. Elle avait accepté dans un premier temps notre invitation, puis a annulé sa venue il y a moins de 24 heures. Je vous propose de commencer par un tour de table de présentation. Pourquoi souhaitez-vous être élu député ? On commence avec vous, Monsieur Troussel. Bonjour, merci. Le 9 juin dernier, je tenais un bureau de vote à Châtellerault, dans une école avec 600 votants. Et j'avais comme rôle, en tant qu'assesseur, de vérifier les cartes d'électeurs et leur inscription. Toutes les personnes que j'ai rencontrées me ressemblaient, auraient pu être dans le cercle de mes amis. Et puis ensuite, j'ai assisté au dépouillement. Et là, je me suis dit, mais un tiers de ces gens, de ces habitants, ont voté Rassemblement national. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible qu'ils aient fait ce choix. J'ai besoin de leur parler, je veux leur parler pour leur dire qu'il y a d'autres choix. C'était la première raison. L'autre raison, c'est que depuis 2020, il y a 4 ans, le Covid a privé d'un certain nombre de libertés et a créé de la souffrance. Et cette souffrance, alors que le virus n'est plus là, cette souffrance, elle s'est exprimée et les privations ont continué avec le gouvernement actuel. Privation de la retraite, qu'on a allongée. Privation du chômage, qu'on a raccourci. Privation du RSA, à qui on demande des contraintes à ceux qui le touchent. Et moi, je pense qu'un nouveau choix est possible. Un nouveau choix est possible. On suffoque. Merci. La seule chose que je vais te dire pour terminer, c'est que moi, j'ai envie de proposer un projet qui va nous faire respirer, un projet enthousiaste, un projet qui redonne envie. On va rentrer dans le détail. Voilà. Patrice Villeray, sur votre candidature, quelques mots ? Oui, M. Macron a décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il nous dit qu'il va nous donner la parole. Eh bien oui, on va prendre la parole. Et pour dire qu'il faut abroger la loi des retraites, qui est passée à 64 ans, j'en veux simplement pour mes camarades de travail des fonderies du Poitou qui ont été licenciés en 2022, qui aujourd'hui doivent faire de 3 mois à 2 ans de travail de plus pour pouvoir toucher une retraite pleine et entière. Eh bien oui, il faut l'abroger cette loi. Parce que ça veut dire que ces travailleurs qui sont usés, qui ont donné des années de leur vie à bosser dans des conditions difficiles, eh bien aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et pour ceux qui ont trouvé du travail, pour les 50% qui ont trouvé du travail, eh bien, c'est un salaire au SMIC et avec toutes les difficultés de vivre. Nicolas Turquois, pourquoi est-ce que vous souhaitez être réélu député ? D'abord parce que je crois qu'après mon premier mandat et demi, comme on peut dire, je suis encore plus convaincu de l'importance d'abord de s'engager, de défendre une forme de modération, parce que je pense que c'est dans l'écoute, dans l'échange, dans la modération qu'on arrive à faire bouger ce pays. C'est compliqué. C'est aussi
porter ce que j'ai essayé de faire d'une forme de réalisme. On va le voir, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais il y a un populisme dans les propositions. Alors, pour attirer des électeurs, je pense que beaucoup ne sont pas dupes. On a dû porter des réformes qui étaient difficiles, je les assume. Et donc, le réalisme, le local, c'est l'agriculteur que je suis, du Loudunais qui vous parle. Je trouve que ça a beaucoup de sens, cet équilibre entre l'engagement local du député et l'engagement national. Et puis, après, je suis un pro-européen, et je vais le redire au cours de cet échange. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse d'abord à l'emploi. On sait que le bassin du Châtel-Rodet est très spécifique en Nouvelle-Aquitaine, c'est le plus industriel de la région. Si on parle des chiffres du chômage, sur un an, le chômage a reculé de 3%, mais reste à un taux élevé dans le bassin du Châtel-Rodet, 7,3%. Patrice Villeray, comment se porte ce marché de l'emploi, selon vous, dans votre circonscription ? Le chômage aurait baissé de 3%. Moi, je voudrais bien savoir quels sont les montants des salaires des chômeurs. Comment ils vivent, ces chômeurs ? Parce que la situation s'est dégradée. Alors, bon, M. Turquois, qui est à côté de moi, il a beaucoup discuté de la réindustrialisation, de l'économie, de tout ça. Mais nous étions à la même table il y a 2 ans. On discutait de ce qui s'était passé aux fonderies. Les travailleurs, aujourd'hui, ils se sont retrouvés licenciés. Et à l'heure du bilan, normalement, vous étiez censé trouver une solution, trouver un repreneur, trouver une solution industrielle. Et la solution industrielle, eh bien non, parce que vous êtes au service du grand patronat et vous n'avez absolument rien imposé à Renault et à Liberté pour sauver les emplois. Vous allez pouvoir répondre juste, demain député, vous proposez quoi concrètement, monsieur ? L'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Regardez un peu Renault, Peugeot, PSA, qui se payent un directeur 100 000 euros par jour, et c'est qu'un employé de PSA. Il est employé de PSA. Et ça veut dire qu'il est payé 100 000 euros par jour pour apporter des milliards aux actionnaires de PSA. Mais c'est ça. Alors on pourrait parler de Bolloré, on pourrait parler de Bernard Arnault, dans le luxe. Eh bien, voilà, c'est les travailleurs qui trinquent, encore une fois de plus. On va laisser M. Turquois répondre peut-être sur le site des fonderies. Mais bien sûr que les fonderies, il y a eu un drame avec cette fermeture des fonderies d'entreprises qui n'avaient pas investi depuis des années et qui arrivaient à un bout de souffle et qui accompagnaient, qui étaient liés aux moteurs thermiques. C'était les culasses de moteurs notamment et toute la partie inférieure du moteur. Il y a des nouveaux projets pour ce site. Voilà, donc il y a des nouveaux projets qui sont basés sur l'énergie photovoltaïque d'un côté et la production d'hydrogène vert. C'est le projet LIFE qu'on a accompagné d'ailleurs avec les élus de la région représentés ici par Monsieur Troussel. Et donc c'est des projets de transformation et donc de faire de ce drame social, c'est une réalité, quelque chose de positif pour l'avenir et pour l'environnement, ce serait un très beau projet. On voit, Yves Troussel, qu'il y a pas mal de grosses entreprises du secteur, pour parler de Safran, de Thales, qui ont du mal à recruter des ingénieurs, des ouvriers qualifiés, des cadres financiers. Ça veut dire que le territoire n'est pas assez attractif. Comment on peut les faire venir, ces gens-là ? Alors, oui, l'attractivité, elle peut progresser, Tout le monde y travaille régulièrement. Après, il y a aussi la problématique d'adéquation entre les besoins de poste. Effectivement, un fondeur qui a ses qualités, qui a ses personnalités. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir l'aider à être recruté demain par Thales ? Et est-ce que Thales, Safran demandent les mêmes profils ? Non, c'est plutôt des profils de roboticiens, d'automaticiens, etc. Donc, il y a ça. Donc, vous nous dites qu'il y a un décalage entre guillemets, l'offre et la demande ? Il y a un décalage entre l'offre et la demande, d'où l'importance urgente de la formation professionnelle, de la formation accélérée, qui n'attend pas des validations nationales 4 ans avant de trouver la bonne filière de formation pour faire ça. Donc, du coup, des formations qui reviennent sous la mainmise des territoires, c'est une solution. Et je voudrais juste préciser sur les fonderies et sur les taux de chômage. Il y a l'aspect quantitatif. On peut être à l'équilibre sur un territoire parce que, avec 600 ouvriers des fonderies qui sont partis, on a, je dis n'importe quoi, 600 informaticiens, aides-soignants, etc. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est le qualitatif, si je peux me permettre, c'est qu'est-ce qu'on fait sur ces 600 ouvriers des fonderies ? Donc, on l'a dit, heureusement, il y a un projet industriel qui arrive et qui est un projet qui est pour nous
un projet industriel de demain, c'est-à-dire qui va aider à la transition écologique. C'est une industrie qui va aider à cette transformation avec des innovations dont on a besoin. Ici, l'hydrogène. Monsieur Villeray, vous n'avez pas convaincu? Moi, je verrai le projet une fois qu'il sera mis en place. Parce que vous savez, des projets, il y en a eu. Hein. Si c'est pour délocaliser une entreprise de photovoltaïque qui était dans le coin pour la déplacer, pour redonner des subventions, pour le mettre en place, l'entreprise Life, à condition de remettre un transformateur de 60 000 volts, à condition de remettre une voie ferrée, à condition de refaire un bâtiment. Vous attendez des actes? J'attends des actes parce que, vous savez, tout ça va être subordonné à un certain nombre de subventions d'aide à l'emploi. Hein, Subventions européennes. Oui, de subventions européennes, d'accord. Mais moi, je dirais que j'ai un peu de mal avec tout ça, avec ces subventions. Il y a eu l'affaire des 16 millions d'euros qui ont été donnés par le prêt du PGE. Et là, le contrôle des travailleurs, il aurait besoin de s'appliquer. Parce que, justement, détourné par la banque Greensill, qui était censée mettre à flot les fonderies. Pour les Échos, le scandale mise en lumière les liens entre la politique et les services financiers, suscitant des enquêtes officielles et des débats sur la réglementation du lobbying. On va peut-être pas rentrer dans le détail de ce sujet-là. Oui, mais là, moi, je veux en venir sur le fait que le contrôle, s'il y avait du contrôle des travailleurs, des banques, le contrôle des travailleurs, des fonderies, enfin des salariés, eh bien, on pourrait voir où l'argent. Et d'ailleurs, où il est passé? Monsieur Villeray, où il est cet argent-là? C'est 16 millions qui pourraient servir sur le service. On va parler d'un public. autre thème très important pour votre territoire, c'est le social, Vincent. Absolument. Dans le Nord-Vienne, vous le savez, ce sont, et comme ailleurs d'ailleurs, des classes qui ferment, des bureaux de vote qui disparaissent dans les campagnes. Dans les villes, c'est aussi des centres sociaux parfois qui ont du mal à survivre faute de moyens et qui sont peut-être d'ailleurs les derniers remparts fragiles face au recul des services publics. Monsieur Troussel, est-ce que vous êtes inquiet et demain élu, vous faites quoi? Oui, on ne peut pas ne pas être inquiet. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, hein, les résultats sont là. Il faut s'attaquer urgemment au pouvoir d'achat. Donc, une des mesures qui fait partie du programme du nouveau Front populaire, c'est augmenter le SMIC de 200 euros. C'est un seuil de pauvreté de 1 550 euros net. C'est prendre des mesures également sur les factures énergétiques et des aides de blocage des prix aussi, blocage des prix sur le carburant, sur l'alimentaire, sur tout ça. Alors je vous parlais aussi des services publics, des écoles qui fermaient, etc. Mais tout est lié. C'est pour ça qu'on est passé très très vite sur l'industrie, qui est une de nos mesures phares de réindustrialisation, notamment dans les territoires, avec des unités à taille humaine, 150-200 personnes maximum, pour revitaliser effectivement l'emploi, la vie dans les territoires, et ça c'est important. Nicolas Turquois. Je reviens sur la question de l'emploi. J'aimerais questionner Yves Troussel, que je connais par ailleurs, dont j'apprécie les qualités, mais vous proposez 1 600 euros net pour le SMIC. C'est-à-dire à peu près 300 euros net de plus qu'aujourd'hui. 200. C'est je fais mes feuilles de salaire pour mes salariés. C'est 1 314 euros net pour un salarié au SMIC aujourd'hui. Donc je l'ai fait moi-même. C'est à peu près 450 euros bruts de plus entre les charges patronales et les charges sociales à sortir en plus pour l'entreprise. Pour une entreprise comme Aigle que vous avez dirigée, qui a eu des difficultés, 450 euros fois le nombre de salariés, l'entreprise est en rouge, elle ferme. Et donc, j'entends cette question de pouvoir d'achat, elle est phénoménale, mais on parlait des services sociaux. On voit les EHPAD, comment ils sont, les maisons de retraite, elles sont difficilement à l'équilibre. Si on augmente, parce que beaucoup sont autour du SMIC, si on augmente de 450 euros les charges par personne qui travaille, elles mettent la clé sous la porte. Les centres sociaux qui sont en difficulté parce qu'il y a eu des revalorisations, c'est rien que je crois pour la ville de Châtellerault, c'est 1,6 million de plus par mois à vérifier, mais c'est cet ordre de grandeur. Et donc, du coup, une augmentation brutale va mettre toutes ces structures dans le rouge. Si on ferme des maisons de retraite, en plus des écoles qui ferment, tout simplement parce qu'il y a un problème de natalité, ça c'est un autre sujet, mais si on ferme des maisons de retraite, si on ferme des centres sociaux, on va dans le rouge. Donc il faut avoir des mesures pragmatiques d'accompagnement et pas des ruptures, parce qu'autrement on va avoir des grosses difficultés. Mais ça serait intéressant, parce que là je viens d'évoquer monsieur Troussel, mais j'aurais aimé
on peut quand même déplorer que la candidate du RN ne soit pas là. Parce que là, on est dans le summum de l'incohérence au niveau économique. Et donc, comme par hasard, ils sont absents des débats. Patrice Viré, on va le faire réagir quand même sur le sujet. Oui, j'aimerais bien réagir, Mais parce oui, que là, vous êtes là pour ça, monsieur. sur les services publics sociaux, on peut en parler. Moi, j'habite à Châtellerault. Alors, Châtellerault, c'est la fermeture du centre social d'Ozon, qui était un service vraiment aux gens qui sont en difficulté. C'est le CCAS qui est remis en cause. C'est les maisons de retraite qui voient les financements diminuer et qui parlent de passer au privé un certain nombre de services. Donc, bien sûr, c'est des services qui seraient utiles à la population. Et nous, même le transport public et puis tout ça, on devrait y mettre les moyens. Mais c'est des choix politiques. Et ces choix politiques, on ne peut pas en même temps augmenter les budgets militaires, enrichir les actionnaires. Il y a un chiffre là qui est sorti. L'année dernière, le CAC 40, les entreprises ont fait 146 milliards d'euros de bénéfices. Ils ont versé 97 milliards d'euros aux actionnaires. Donc, ça, ce sont les chiffres de la CGT. Donc on taxe plus les grands groupes. Mais taxer, mais il faut carrément prendre une partie des bénéfices pour justement sauver l'école, pour sauver les centres sociaux et les améliorer et embaucher du monde dans ces services. Très bien. Monsieur Troussel, vous vouliez réagir? Oui, alors je réagis. Effectivement, je connais très bien le monde de l'entreprise. Vous avez mis le doigt dessus tout à l'heure. Comment se fait-il qu'il y a de l'emploi sur Grand Châtellerault qui n'est pas pourvu et qu'il y a des demandeurs d'emploi? Tout simplement parce qu'un des facteurs, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude, notamment de Pôle emploi, c'est la mobilité qui coûte extrêmement cher pour aller travailler, quand vous habitez un grand, d'aller travailler à Thuré, etc. Donc on fait quoi, monsieur Troussel? On fait quoi une fois qu'on a fait ce c'est ce que je viens de vous dire. On augmente les salaires. Donc après, c'est un choix. Est-ce qu'on est dans le rouge parce qu'on n'arrive pas à embaucher? C'est quel cas? Il y a des entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher et qu'ils n'honorent pas les commandes, donc c'est le concurrent qui la prend. Ou est-ce que, et je peux vous dire, les chefs d'entreprise dont il est question, je les connais, ils disent mais on est prêt à payer plus cher pour pouvoir pourvoir à nos emplois. Donc je pense que l'histoire du rouge, parce qu'on augmente les salaires, c'est pas partout pareil, je suis d'accord, il y a des entreprises qui peuvent se le permettre, on parle de très grands groupes, et je pense que c'est pas un point bloquant. Après, on prend l'aide-soignant, je termine, puisqu'il a été aussi sur l'aspect public. Voilà, il est allé sur le terrain public, que je connais peut-être un peu moins, mais j'ai des amis qui sont aides-soignants, qui arrêtent parce que c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement mal payé. Enfin, on les a tous oubliés, les premiers de cordée, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, donc à un moment donné, c'est effectivement des choix politiques, mais je pense qu'il faudrait consulter les entreprises, en tout cas du Grand Châtelleraudais. Je ne suis pas sûr qu'ils soient pas volontaires pour trouver des solutions, notamment au niveau des salaires. Le message est passé. Hélène, on clôt ce chapitre et on passe sur le suivant. Oui, je voudrais qu'on revienne sur la mobilisation du monde agricole en ce début d'année. Parmi les revendications entendues dans les cortèges, la question des revenus, des contraintes environnementales et des aides à l'installation pour les jeunes agriculteurs. La loi d'orientation agricole qui répondait en partie à ces revendications a été adoptée par l'Assemblée nationale, mais elle devait être examinée au Sénat la semaine prochaine. Tout est suspendu en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. Yves Troussel, si le nouveau Front populaire a la majorité, qu'est-ce que vous ferez de cette loi d'orientation agricole? Alors déjà, je repositionne le monde agricole, on sort des campagnes européennes, on n'en a pas parlé. C'est quand même vraiment dommage. Voilà, mais ça, c'est un peu la brutalité de la décision de dissolution qui l'a fait. Mais n'oublions pas que le monde agricole est extrêmement corrélé aux décisions de l'Europe, notamment à travers la PAC. Donc très clairement, la PAC, nous voulons la revoir. Elle est basée sur les quantités. Les hectares, donc sur cette intensification en termes de subventions attribuées. Nous, je pense qu'il faut c'est pas que je pense, nous allons proposer de revoir cette politique au niveau européen. En tout cas, c'est aussi le rôle d'un député national que d'aller travailler avec ces groupes parlementaires européens pour être plutôt sur une logique maintenant que la croissance est terminée, entre guillemets, de revenir sur des subventions à la création d'emplois, notamment pour éviter l'utilisation de ces pesticides, puisque c'est plus de main-d'œuvre, et sur un certain nombre de sujets. Nicolas Turquois, vous êtes député et agriculteur, c'est un sujet que vous connaissez par cœur, j'imagine. Cette loi d'orientation agricole, c'était une bonne loi? C'était une loi utile pour l'installation. Elle était centrée beaucoup sur la partie installation. Il faut renouveler les générations pour qu'on ait
des bras demain pour faire les produits dont la France est fière. Avait été estimé il y a quelque temps dans un rapport que peut-être que demain il n'y aurait plus de Roquefort faute de producteurs de lait de brebis sur la région concernée. Et moins il y a d'agriculteurs, plus les fermes, on va dire, s'agrandissent et s'extensifient. Il y a la question du modèle agricole qui est aussi posée. Le modèle agricole, donc il faut installer des jeunes, favoriser les reprises. La question du revenu, évidemment, est fondamentale. Il y avait aussi beaucoup d'éléments sur la simplification. Parce que, ça a été dit, l'Europe accompagne beaucoup. Elle est souvent décriée, mais elle l'accompagne d'une façon hyper administrative. Et je fais moi-même mon dossier PAC. Je peux vous dire que là, c'est pas une vue de l'esprit. On va dans du détail qui ne correspond pas au mode de fonctionnement d'un agriculteur, qui doit faire la production, qui doit faire l'administratif, qui doit faire aussi l'entretien de son matériel. Donc, il y a beaucoup à progresser là-dessus. Patrice Vergnes, sur le monde agricole. Donc, l'agriculture, comme la plupart des secteurs, ils sont dominés par le système capitaliste. Et vous comprenez, Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA, président du groupe Avril, eh bien, c'est un capitaliste de l'agriculture. Eh bien, moi, je veux discuter aussi de l'autre côté de l'agriculture. C'est les petits paysans, c'est les ouvriers agricoles, c'est les employés des laiteries, des abattoirs, des transports. Ceux-là, on leur donne jamais la parole. Bien sûr, et eux, ils payent aussi la crise. Les petits agriculteurs, oui, ils sont écrasés par les gros agriculteurs. Il y a eu toute une politique menée depuis des années qui consistait à renforcer les gros trusts alimentaires et privilégier les gros agriculteurs de la Beauce et puis tout ça. Je ne peux pas entendre ça. Les agriculteurs de la Vienne, il n'y a pas des très gros, il y a peut-être un ou deux sur le territoire qui sortent de la norme, mais il y a des gens qui essayent de vivre et vous opposez les uns aux autres. Ça ne marche pas quand on oppose les uns aux autres. Il faut entendre, il y a des agricultures différentes. Il y en a qui font du maraîchage et c'est très bien. Il y en a qui font des céréales et c'est très bien. Il y en a qui font de l'élevage et c'est très bien. Mais votre sujet, c'est d'opposer les uns aux autres, de monter la France l'une contre l'autre. Non, et ça, bien sûr que non, on n'oppose pas. Mais justement, on veut parler de ceux qui souffrent vraiment de la crise. Alors bien sûr, tout le monde souffre de la crise. Même les agriculteurs qui sont des agriculteurs moyens, ils subissent la crise économique. Mais moi, mon regard, il va vers ceux qui payent encore plus durement la crise, ceux qui sont en bas de l'échelle. Un dernier mot sur l'agriculture, peut-être ? Oui, un dernier mot. Oui, il faut que les jeunes viennent à l'agriculture. Il y a des jeunes qui veulent y venir, mais pas à n'importe quel prix. Ils ne veulent pas faire de l'agriculture avec des pesticides. Ils savent qu'il y a un enjeu de santé énorme, donc ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent, oui, cultiver la terre pour des produits bio. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas, effectivement, faire de l'agriculture intensive. Et surtout, avant de s'engager, ils attendent d'avoir, là aussi, on en revient, des revenus dignes. Des revenus dignes. Et là, aujourd'hui, les agriculteurs, ou alors on ne connaît pas les mêmes, sont en crise, l'ont exprimé fortement, il n'y a pas longtemps, sur ces problèmes de revenus. Il faut commencer par régler ça. Et c'est pour ça que je vous dis que l'Europe est le maillon qui va permettre de réguler la concurrence qui, effectivement, fait que les agriculteurs, aujourd'hui en France, ne peuvent plus vivre face à cette concurrence déloyale. Donc il faut reloyauter, entre guillemets, via l'Europe. Et la France doit voter ce qui est proposé, je le redis aussi, parce que ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas, ces décisions. Merci. Je voudrais quand même... Brièvement. On revient, le RN n'est pas là, qui était contre l'Europe. Madame Aguerre-Jacquemin, qui est de Bordeaux, dans le domaine du vin, alors que l'Europe accompagne beaucoup. Donc ils sont contre l'Europe, mais ils ont voté quand même la PAC, ça c'est un petit peu surprenant. J'aurais aimé qu'on la questionne sur son collègue de Fournas et savoir quel genre d'employés il utilise dans ses vignes, parce qu'ils sont aussi les premiers à dénoncer la partie personnes d'origine étrangère. Ça aurait été bien de la mettre face à ces contradictions. On va parler du contexte politique, Vincent ? Oui, depuis l'annonce du président de la République de la dissolution des différents partis et mouvements politiques sont un petit peu bousculés, voire même éclatés. Nicolas Turquois, est-ce que ce n'est pas une bien mauvaise image qu'on donne aux Français en ce moment ? Depuis la dissolution, l'image a été globalement catastrophique de la politique. Il y a eu la dissolution qui a surpris beaucoup de Français. Moi, le premier. On va être d'accord. Je pensais que ça arriverait plutôt à l'automne, après les Jeux Olympiques. C'est arrivé, c'est un choix. Le président est dans l'esprit de la Ve République. Au vu du résultat
majeur des élections européennes, il redonne la parole aux Français. Ça va avoir un certain nombre de conséquences, mais c'est vraiment de sa responsabilité dans l'esprit de la Ve République. Il y a eu ça. Il y a eu Monsieur Ciotti, le sketch de « je me renferme à l'intérieur et à l'extérieur ». Il y a eu les communistes qui ne vous parlaient plus à la France Insoumise, à Monsieur Mélenchon, mais qui finalement refont une alliance, pour moi, de façade qui va craquer au premier. On les voit à l'Assemblée, comment ils ne peuvent plus se supporter. François Hollande qui revient. En termes aux journalistes que vous êtes, vous avez de la matière pour commenter la politique. Monsieur Villeray, comment vous voyez ce chambardement, si jamais il y a ce chambardement, et l'image aujourd'hui qu'on donne de la politique ? Écoutez, on n'est pas étonné par ce qu'a fait M. Macron. Sa politique consiste quand même depuis des années à s'en prendre toujours aux classes populaires. Et j'insiste là-dessus parce qu'il ne s'agit pas de mettre à dos les travailleurs, ceux qui seraient privilégiés, ceux qui auraient des métiers, ceux qui seraient pauvres et puis tout ça. Parce que tous, nous subissons la situation politique aujourd'hui. Et Macron, il joue justement sur ces différences. Il joue sur le fait qu'il s'attaque aux plus pauvres pour justement en donner toujours plus au grand patronat. Monsieur Troussel. Alors moi, là, je suis un peu en colère. Je vais le dire, cette dissolution, c'est un hold-up démocratique. 3 semaines pour faire campagne. Moi, je l'ai vécu, j'ai appris que j'étais retenu candidat il y a 3 semaines. Il y a vendredi dernier. Et ça, c'est quoi le hold-up démocratique ? C'est que ça a favorisé qui ? Le Rassemblement national, un seul parti qui a déjà des candidats. Il y avait juste à les reproduire. Les affiches étaient prêtes, quasiment. La majorité également, puisqu'ils sont reproduits. Tout était prêt, d'accord ? Et nous, le nouveau Front populaire, 3 semaines pour trouver un accord à 20 partis. 3 semaines pour désigner 520 candidats de 20 partis. Vous imaginez, on a on a enlevé 1 semaine sur les 3 à notre union par rapport à ce hold-up. On a Et juste, d'un mot. D'un mot, je dis que aujourd'hui, les affiches, regardez où elles sont. Et il a fallu tout à faire vite, jusqu'à la livraison hier à la commission de propagande, où un parti n'a pas pu livrer à temps. Quelle image on donne à nos... Vous, je ne voulais pas le citer, mais j'étais attristé. Et les citoyens, où est le respect de ceux qui voulaient voter pour monsieur ? C'est un hold-up démocratique. Merci. Alors, On sera présent aux élections, on fera tout ce qu'il faut. On va vous laisser conclure. On va vous laisser conclure. Le premier tour des législatives, c'est dans 11 jours. À chacun, une petite minute, mais vraiment petite, pour vous adresser aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous regardent. Bon, vous savez, ce matin, j'étais sur le marché d'Ozon et j'ai fait des divs de boîtes, de trac, pour discuter avec les gens. Et on comprend le sentiment des gens qui sont exaspérés par la situation. Et le fait que... on leur demande encore de faire barrage contre l'extrême droite. Ça fait depuis 2002 qu'on leur demande de faire barrage ou de voter contre un moment contre Sarkozy, de voter contre Hollande, de voter contre Macron. Eh bien non, il faut que les travailleurs, que les classes populaires votent pour leurs idées, pour un programme de lutte. Nicolas Turquois, à vous. Je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est un engagement de modération. Il faut entendre les difficultés et les difficultés des travailleurs sont tout à fait importantes, mais il faut entendre aussi les équilibres financiers, il faut entendre les équilibres géopolitiques actuellement. Et donc, moi, c'est un engagement de la modération, un engagement du local, On a bien compris. je tiens à le redire, voilà, un engagement du local, et puis la valeur travail, la mettre en avant. C'est quelque chose qui est important pour moi. Merci. Alors, déjà, venez tous voter, parce que l'abstention fait le jeu des partis en présence et du Rassemblement national. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous en avez marre de suffoquer, que vous voulez respirer, venez et intéressez-vous au programme. Ce programme, il vous propose ce fameux nouveau monde dont on a parlé et qu'on a complètement éteint depuis. Donc voilà, ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est la fin de cette soirée de débats électoraux consacrée au département de la Vienne et des Deux-Sèvres. Si vous nous avez rejoints en cours d'émission, vous avez peut-être été étonné qu'il n'y ait pas de candidat du Rassemblement national autour de cette table. Eh bien, je vous rappelle que les candidats RN ont tous été invités, qu'ils ont tous décliné. Merci Vincent Hulin d'avoir animé cette soirée à mes côtés. Moi, je vous retrouve mercredi prochain à 21h10 pour 3 autres débats, cette fois-ci dans des circonscriptions de la Charente et de la Charente-Maritime. Si
Si vous voulez revoir cette émission, n'hésitez pas à consulter nos sites d'information, na.france3.fr et francebleu.fr. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À bientôt.